Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi. Nouveau Bouge la France, donc en direct bien sûr, avec Total qui est au centre de l'actualité. Jean-Louis Gombaud va nous expliquer que tout le monde demande à Total d'apporter sa contribution à la hausse du pétrole, mais il paraît que c'est pas si simple que ça. Ensuite, on va parler football avec l'Euro 2008. C'est le Sénat Football Club. Pendant un mois, on va régulièrement, dès que l'équipe de France jouera, convoquer ici des hommes et des femmes politiques pour nous parler de leur amour du football, pour en parler également de leur analyse. Après ce soir, le 0-0 contre la Roumanie, ça va pas être facile. David Assouline pour le PS, Jérôme Chartier et Roxane Decorte pour l'UMP pour cette première mi-temps. Et ensuite, juste après, on continuera dans le sport avec le philosophe Robert Redeker. Il sort ce livre, Le sport est-il inhumain? Le sportif est-il devenu à ce point différent de l'homme qu'on ne l'admire plus, qu'on ne se reconnaît plus en lui, on n'a plus envie de se transcender? C'est une partie de son analyse. On a beaucoup de questions à lui poser. La technologie au service du handicap. Cette semaine commence le salon autonomique. On parlera des nouveautés de ce salon qui aide bien sûr les handicapés à pouvoir vivre tout simplement. Jean-Pierre Poutier, président de l'association régionale des aveugles et malvoyants, sera présent, ainsi que Gérard Payet, le commissaire du salon, et Mireille Appel-Muller qui représente la fondation PSA Peugeot Citroën, qui justement sort des livres en braille pour se repérer dans le métro en particulier. Faites-vous du tricot? C'est la question qu'on vous a posée sur le Figaro.fr. Il paraît que c'est une mode qui revient. Le problème, c'est que les jeunes n'ont pas l'air d'y adhérer énormément. Noël Beauchot, qui est une étudiante, nous expliquera cela. Et Martine Attard, qui dirige eltricotaparis.com. Vous doutez que c'est un site et je ne vous précise pas de quoi il parle. Et puis dernier coup de fil, Jean-Charles Durand, l'organisateur de la journée mondiale du tricot, justement, nous expliquera à quoi ça sert une journée mondiale sur le tricot. Voilà, c'est complet ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Marie-Laetitia Bourriès pour le journal. Bonsoir. Bonsoir à tous. Un an après avoir quitté l'Élysée, Jacques Chirac a lancé aujourd'hui sa fondation pour le développement durable et le dialogue des cultures. Le baptême a eu lieu en grande pompe au musée du Quai Branly en présence de nombreux proches de l'ancien président, mais aussi de Nicolas Sarkozy, qui a fait une brève apparition. Jacques Chirac a longuement évoqué son sentiment d'urgence avant de détailler les différents objectifs de sa fondation. On l'écoute. Demain, il sera trop tard. C'est ce sentiment d'urgence qui m'a conduit à orienter les premières actions de ma fondation vers l'accès aux médicaments, vers l'accès à l'eau, vers la lutte contre la déforestation et la désertification, vers le dialogue des cultures et tout particulièrement le soutien aux langues et aux cultures menacées. L'un des principaux défis de la Fondation sera d'améliorer l'accès aux médicaments. En 2006, Jacques Chirac a déjà lancé un système de financement innovant, United. Il s'agit d'une centrale d'achat financée grâce à une taxe sur les billets d'avion. Explication Lise Pressac. Voler pour donner aux pauvres. Depuis 2 ans, acheter un billet d'avion, c'est verser entre 1 et 40 euros au financement de l'aide au développement. À l'origine, les professionnels du tourisme étaient montés au créneau. Ils craignaient que cette hausse des tarifs aériens dissuade leur clientèle. Ils reconnaissent aujourd'hui s'être trompés. On n'a pas perdu de clients à cause de cette taxe, c'est tout. Aujourd'hui, 2 ans après, elle est rentrée dans les mœurs. Il n'y a qu'un ennui que je signalerai, c'est qu'on aurait peut-être tendance à l'oublier. Donc ce que je demande pour les agents de voyage, c'est peut-être plus de communication, de savoir où est cet argent. L'argent va à l'United. Créée 2 mois après l'instauration de la taxe, cette centrale d'achat de médicaments a récolté 254 millions d'euros pour financer la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida. Aujourd'hui, plus personne ne conteste le principe, mais élus et professionnels du tourisme attendent plus de transparence. Si l'on se résume, belle intention, belle idée, pas encore très partagée, un peu contraire jusqu'ici à la compétitivité des exploitants français, des aéroports français et du transport aérien français, et une gestion perfectible. En 2 ans, la taxe sur les billets d'avion a peu convaincu les autres pays. Seuls le Chili, la Côte d'Ivoire et le Congo, entre autres, ont emboîté le pas à la France, et une dizaine d'autres pays africains envisagent de le faire.
Voilà, et dans un autre domaine, la Fondation Chirac va également créer un prix qui récompense des personnes qui travaillent à prévenir des conflits. La grève à la SNCF, depuis 20h ce soir, le trafic est perturbé. Dans les Corail et les Transiliens, il faut compter un train sur 2. Les perturbations sont moins importantes dans les TGV et les RER. Les syndicats de la SNCF protestent contre le plan de redressement du fret lancé en 2007. Demain, un mouvement parallèle est prévu. Les fonctionnaires sont appelés à cesser le travail, cette fois pour protester contre les suppressions d'effectifs. Des files de camions sont encore bloqués ce soir à la frontière franco-espagnole. Les chauffeurs routiers poursuivent leur mobilisation contre la hausse des prix du carburant. Cet après-midi, le président de Total, Christophe Demargerie, a annoncé que le groupe pétrolier continuerait de financer en partie la prime à la cuve. Pour compenser la hausse des prix, François Bayrou propose quant à lui que l'on ressorte des cartons la TIPP flottante. Comment fonctionne ce dispositif? Est-ce vraiment une solution? Flora Sauvage. Quatrième recette fiscale de l'État après la TVA, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure sur les produits pétroliers a rapporté plus de 25 milliards en 2007. Une recette non négligeable. Face à l'envolée du prix du baril en 2000, le gouvernement Jospin met en place la TIPP flottante avant que le gouvernement Raffarin la supprime 2 ans plus tard. L'idée est de réduire la taxe intérieure sur les produits pétroliers en période de hausse du carburant et de l'augmenter en période de baisse pour que le prix du carburant reste stable. Mais pour que le système de la TIPP flottante fonctionne, il faut que les périodes de baisse et de hausse s'équilibrent à long terme. Or, le prix du baril est bien parti pour rester durablement élevé et orienté à la hausse. Dans ce contexte, la TIPP flottante est une fausse bonne idée. En France, après 2 mois de records successifs, les prix des carburants ont très légèrement baissé la semaine dernière. Paris et Berlin tentent d'accorder leur violon à 3 semaines de la présidence française. Le dernier conseil des ministres franco-allemands s'est tenu aujourd'hui à Straubing, en Allemagne. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont notamment mis d'accord sur les principes d'une baisse des émissions de CO2 des voitures au niveau européen. Le site de l'assurance maladie affichera dès cet été les tarifs moyens des dentistes et médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraires. Aujourd'hui, les praticiens dits de secteur 2 sont autorisés à fixer librement leurs prix qui peuvent passer du simple au double. Face à ces dépassements que peuvent faire les patients, élément de réponse avec Nicolas Béard. Pas moins de 2 milliards d'euros, c'est ce qu'ont représenté les dépassements d'honoraires pour la seule année 2006 sur 19 milliards d'honoraires perçus. Un véritable problème en matière d'accès aux soins, les complémentaires santé n'en prenant en charge qu'un tiers. Veillez à être mieux informé, donc demandez ce qu'il en est, demandez un devis, discuter avec son médecin du montant le cas échéant, parce que tout le monde n'a pas forcément une mutuelle, et même lorsqu'on a une mutuelle, il n'est pas dit qu'elle puisse couvrir le dépassement. Ça, c'est pour, je dirais, ce qu'on peut demander dans la relation médecin-patient. Et nous, par ailleurs, on propose la limitation de ces dépassements. La hausse des dépassements serait surtout due au grand nombre de spécialistes. Ces derniers peuvent se permettre d'appliquer des tarifs libres, avec tact et mesure selon le Code de la santé publique, un principe qui pour le moment manque de précision. Pour le principal syndicat médical, le problème est ailleurs. Les tarifs d'honoraires pour les médecins qui sont en honoraire libre doivent être affichés dans la salle d'attente, que l'on commence déjà par respecter cette règle contre laquelle nous n'avons rien. Ensuite, il faudra peut-être analyser d'autres sources de financement par rapport aux mutuelles complémentaires, compte tenu que les caisses d'assurance maladie n'ont pas les moyens de payer les honoraires, de rembourser les honoraires à leur juste valeur. De nouveaux modes de rémunération seraient à l'étude, comme la mise en place d'un forfait et non plus seulement un paiement à l'acte. La loi de financement de la sécurité sociale prévoit de sanctionner les dépassements, mais le décret d'application est encore dans les cartons. Enfin, George Bush est arrivé ce soir en Slovénie. Il entame une tournée d'adieu en Europe, un voyage qui le mènera en Allemagne, en Italie, en France et en Grande-Bretagne. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Pierre Sled et ses invités pour Bouge la France. Faut-il taxer les juteux bénéfices de la compagnie Total, boostés par l'envolée des prix du pétrole? La question fait polémique et agite la droite comme la gauche. Ce soir, la compagnie annonçait un versement de 102 millions d'euros de primes à la cuve. Total, la compagnie Total doit-elle remplir désormais nos réservoirs? C'est la chronique ce soir de Jean-Louis Gombault.
Remplir nos réservoirs, peut-être pas complètement. Bonsoir Jean-Louis. Mais bon, c'est vrai que tout le monde demande, la gauche, l'UMP, demande à ce que Total, qui gagne des milliards grâce au pétrole, mette un petit peu la main à la poche. C'est vrai, pour aider à contrecarrer cette hausse des carburants. Alors Christine Lagarde a reçu Christophe de Margerie, le PDG de Total aujourd'hui. Elle lui a demandé donc de contribuer à cet effort, d'augmenter la prime à la cuve. Il a refusé, ça veut dire que le gouvernement est impuissant, peut rien faire? Il a refusé, disons qu'il a demandé à réfléchir. Comme ça fait déjà plusieurs mois qu'il réfléchit, il va encore prolonger la réflexion. Alors le problème est le suivant, c'est que M. Sarkozy avait annoncé sur l'antenne de RTL qu'il ferait passer il demanderait à passer de 150 à 200 euros la prime à la cuve. Ça supposait, pour que ça fonctionne, que Total rajoute 100 millions d'euros aux 100 millions d'euros qu'il a déjà versé l'an passé. Et voilà qu'il nous dit, ben non, je ne peux pas le faire. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter cette prime à la cuve? Il semble bien qu'on va chercher du côté des recettes de TVA, dont déjà avait parlé M. Sarkozy. Le problème, c'est que les recettes futures de TVA sont beaucoup plus aléatoires que les profits futurs de Total. Oui. Donc, pour l'instant... Bon, oui, parce que les profits de Total, ça augmente chaque année. Ça augmente chaque année. On en est à 1 milliard d'euros par mois, et donc pour l'instant, alors c'est pas très grave parce que la prime à la cuve, de toute façon, elle est versée qu'à partir du mois de novembre. Nous sommes donc en juin, donc Total a dit laissez-moi le temps de la réflexion. D'accord. Est-ce que dans l'absolu, c'est absurde de demander à un pétrolier qui gagne énormément d'argent de faire un effort de solidarité? Alors pour les politiques et pour les pognons publics, c'est évident, Total doit payer. Et il dit 1 milliard d'euros de bénéfices par mois, 12 milliards par an, les Français souffrent, Total a de quoi payer. Sur le plan arithmétique, on ne peut pas contester ce calcul. Le problème, c'est que Total est une entreprise multinationale, internationale. Comment demander à une entreprise internationale qui réalise 95% de ses profits hors de France d'être une entreprise citoyenne? Il y a quand même une contradiction là dans l'organisation même de l'entreprise Total, d'autant plus que le premier actionnaire de Total n'est pas français et le second actionnaire majoritaire de Total n'est pas français, c'est un Chinois. Donc pour un Chinois, ça pourrait paraître bizarre de donner une prime à la cuve pour les gens qui se chauffent en France. Cela dit, l'opinion publique est très forte. Total est une entreprise française établie en France. Et là où ça devient de plus en plus compliqué, c'est que si on ne fait pas pression sur Total pour qu'il verse cette prime à la cuve, évidemment, il n'y pensera pas tout seul. Mais si on lui fait pression sur lui pour qu'il la verse, ça veut dire, oui, moi je suis une entreprise indépendante, internationale, avec des actionnaires multinationaux, et je ne veux pas avoir l'air de céder aux autorités politiques françaises. Donc d'un côté, il faut faire pression, et de l'autre côté, il ne faut pas faire pression. Donc d'où la lenteur un petit peu de cette opération. Est-ce que, parce que si on demande ça à Total, pourquoi ne pas le demander aussi aux autres, à Carrefour, Leclerc, Esso, même Auchan, qui distribuent de l'essence? Alors justement, vous avez remarqué que c'est lorsqu'il était question de discuter des répercussions de la baisse du prix du pétrole sur le prix à la pompe, tous les pétroliers opérant en France étaient à Bercy. Aujourd'hui, il n'y avait que Total. Et effectivement, Total assure à peu près 30% de la distribution de fuel domestique en France. Les autres compagnies, non seulement elles ont un actionnariat international, mais elles sont établies ailleurs qu'en France. Shell est établie à Amsterdam, la British Petroleum est établie à Londres. Là aussi, c'est la même remarque que pour le Chinois de tout à l'heure. Il ne voit pas très très bien pourquoi on va aider ces braves Français à se chauffer de manière plus économique l'hiver prochain. Quant aux Carrefour, les Auchan et autres qui font la distribution, ils disent mais moi je ne suis pas je suis un acheteur de gasoil. J'achète le gasoil aux compagnies pétrolières et avec ma marge, je le revends aux Français. Donc pourquoi est-ce que je paierais une contribution puisque je ne suis que dans cette opération qu'un intermédiaire? D'où le fait que Total, en réalité, est pratiquement le seul, même si ça dit qu'il allait essayer de convaincre ses confrères ou concurrents étrangers, est pratiquement le seul à accepter de porter sur son dos ces 100 misérables millions d'euros pour cette fameuse prime à la cuve. Merci beaucoup Jean-Louis. On va parler de foot maintenant. Oui, mais avec qui? Avec des hommes et des femmes politiques. Et un Roumanie-France bien décevant ce soir, 0-0. Pas le meilleur moyen d'entamer de manière flamboyante l'Euro 2008. Les mines étaient moroses dans les vestiaires. Quelles sont-elles sur le plateau de Bouge la France? Ils sont 3 du Sénat Football Club, le sénateur socialiste de Paris, David Assouline, le secrétaire général de l'UMP, Jérôme Chartier, et Roxane Decorte, conseillère municipale du 18e arrondissement de Paris. Le foot, ils adorent.
Bonsoir à tous, alors que David Assouline était en train de me donner le score actuel d'Italie, Pays-Bas, toujours 2-0. Oui. Très bien, donc j'imagine que vous avez tous joué au foot, même Roxane Decorte a joué au foot? Pendant la dernière campagne municipale pour le Secours catholique, j'ai joué face à une équipe de sans-abri, oui. Ah d'accord. Dernière campagne municipale. Petite, adolescente, vous aimiez ça, non? Oui, toujours. D'accord, et vous jouiez quoi? Devant, milieu, gardien de but? Parce que j'étais fascinée par Michel Platini à l'époque. D'accord, donc milieu, créateur, offensif. Le numéro 9. D'accord. Numéro 9, mais... Comme Benzema aujourd'hui. Ah d'accord, donc plutôt devant, alors, Ouais. donc, légèrement devant. Ouais. Quoi, et Jérôme Chartier? Gardien de but. Gardien de but, il faut mon dire truc. que vous mesurez combien? 2,07 m, normal. Ah oui, ça aide. D'accord, donc toujours, vous avez vraiment joué? Oui, j'ai joué, oui. Oui, mais très jeune, à Demont. D'accord. Je suis maire de Demont, j'étais gardien de but à Demont, j'étais joueur de rugby à Demont, et maintenant je suis maire de Demont, c'est normal. D'accord, et vous jouez encore un petit peu, non? Non, plus du tout. Plus du tout. En revanche, j'ai continué à jouer au rugby pendant longtemps. J'ai joué au rugby, j'ai arrêté il y a 2 ans. D'accord. Il valait mieux pour faire de la politique, pour mieux être en bonne santé. Non, en fait, on peut continuer à faire du exigeant. rugby et de la politique. La seule chose, c'est qu'après, un jour, le physique ne suit plus, pour dire la vérité, malheureusement d'ailleurs. Et David Assouline, qui a un physique un peu d'arrière latéral ou milieu défensif, qui a joué où? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'ai joué jeune jusqu'à cadet. Sérieusement, après, je continue même maintenant, mais en championnat, j'étais à la Creil, à l'époque de la belle époque de la Creil, puisqu'ils étaient en D2 à l'époque. Ah ouais. Et puis il y avait des derbies contre Lille en Coupe de France et tout. C'est Et des quelle souvenirs place? d'enfance. Bah, moi, je suis gaucher. Je suis gaucher du pied, droitier de la main. C'est marrant, donc ça désarçonne un peu. J'ai joué demi-gauche à l'époque, 6. Ouais. Et puis ailier gauche. Et des fois, en général, on fait le contraire. J'ai fini 10, on va dire. Ah bon, donc c'est pas mal. Non, mais plutôt créatif, technique, pas assez de vitesse. Donc j'étais plutôt dans cet Ah bon, entre-deux. j'aurais pas dit ça, c'est marrant. J'aurais bien vu sur le côté en train de... On joue à Bois de Vincennes, un de ces quatre, vous verrez. D'accord. Bon, vous avez vu le match tout à l'heure, 0-0 entre la France et la Roumanie. Première analyse de ce match nul. Bon, un match nul, c'est pas une défaite en même temps. Oui, mais c'est un match nul à tous les niveaux. C'est-à-dire, ce qui est inquiétant, c'est pas si les Roumains avaient été super, ils sont quand même réussi à être premiers de leur groupe. Ils ont d'ailleurs gagné la Hollande, qui est en train de gagner l'Italie en poule qualificatif, en match officiel en Hollande 3-0. Donc c'est pas rien. On avait une grosse équipe. Mais là, c'est pas parce que les Roumains ont été extraordinaires. Il y avait un jeu. On a l'impression que ça jouait pas, qu'il y avait des kilos de plomb dans les chaussures. Pas de système de jeu, aucune animation offensive. Quand on regarde poste pour poste, j'ai l'impression qu'on a la meilleure équipe d'Europe. Quasiment, quand on les prend un par un. L'entraîneur doit donner un fond de jeu. On n'avait rien vu dans les matchs amicaux. On n'a rien vu ce soir. C'est inquiétant quand même. Ouais, il va falloir quand même qu'on voit à un moment donné quelque chose, Roxane, ce match. Peu d'occasions. On reste tous sur notre faim. Ouais. Mais je trouve que la Roumanie a quand même cassé le jeu. Il n'y a pas eu de jeu finalement. Et on n'a pas eu d'occasion. Et c'est bizarre, la mécanique avec Ribéry, je trouve que ça n'a pas trop fonctionné. Moi, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu quand même, Ribéry. Non. Alors c'est vrai qu'on en a fait des tonnes sur Ribéry parce qu'il a réussi une saison formidable avec le Bayern de Munich. Mais là, aujourd'hui... Globalement, il y a eu vraiment 2 occasions avec Benzema, 42e minute. Elle a bossé. Hein. première partie, et deuxième, c'était encore Benzema. On a eu les 2 belles occasions. Oui, on va dire. Alors, Jérôme Chartier, c'est vrai que la Roumanie nous a pas facilité le travail, mais c'est vrai qu'elle était là aussi un petit peu pour ça. Cela dit, aujourd'hui, avec ce niveau de jeu des équipes comme la Roumanie qui termine première de son groupe, quand une équipe comme ça décide de pas prendre de but, de jouer derrière, c'est quand même n'importe qui. Pour n'importe qui, c'est compliqué quand même, non? Oui, mais en même temps, je les trouve un peu durs là, mes collègues de table, parce que c'est toujours comme ça un peu la France. C'est toujours le premier match, la mise en jambe, c'est presque une habitude. Donc c'est observation, les gens se regardent, ils ont sauf beau. qu'en 2000, on avait rencontré la Roumanie, on a gagné 1-0 et dans les mêmes conditions. Eh oui, c'est vrai, mais sauf que là, on n'est pas en l'an 2000. C'est un peu particulier. On a changé, c'est un nouveau braquet. Il y a plein de nouveaux. Tiens, j'ai regardé. Vous savez combien est-ce qu'il y a de joueurs de l'équipe de France aujourd'hui qui jouent à l'étranger? Il y en a 14. Sur les 23. C'est incroyable quand même. Ouais. Quand on y pense, le nombre de joueurs français qui sont plus performants qui va y aller. Et qui font, oui, puis les autres aussi. Oui. Enfin, non, franchement, ils sont remarquables les joueurs français. Est-ce que ils sont vraiment sélectionnés et ça a un impact. Et je suis sûr que vous allez me demander est-ce que positif ça a un impact ou négatif sur l'équipe? Moi, je dis positif.
positive parce que c'est une vraie expérience de jeu européenne. Allez, l'Europe, c'est quand même les meilleurs joueurs du monde, quoi qu'on en dise. Donc c'est au plus haut niveau européen, puisque c'est quand même pas des clubs qui sont petits joueurs, que les Français évoluent aujourd'hui. Je crois que c'est bien, mais je crois qu'en même temps, ça a un inconvénient. Et je vais vous dire lequel, Pierre Sled. C'est celui que l'équipe de France a plus de mal que les autres équipes à caler leur jeu. Parce qu'ils viennent de milieux de jeu tellement différents en Europe, qu'ils ont besoin de se retrouver. Il y a certes les entraînements. Qu'on soit allé seul quand même. Parce que... bah écoutez, c'est vrai que moi je regarde la moyenne. Tiens, regardez l'Italie. Il y a plein de joueurs italiens qui jouent dans le championnat italien. Les Anglais, les Allemands. Bon, bref, on observe quand même. Alors ça vient peut-être aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup de grandes équipes en France, mais il y en a quand même quelques-unes. Mais bon, en tout cas, depuis la Coupe d'Europe, Coupe du Monde, il y a une tradition d'exportation des joueurs français, malheureusement. Aujourd'hui, moi je vous le dis, il y a un besoin de calage, mais vous allez voir, allez tiens, je parie ce soir, je suis sûr de la performance de l'équipe de France dans cet Euro. La performance, elle va commencer vendredi 13. Voilà, face aux Pays-Bas, face à l'Italie. Ils ont été bons, ils sont bons ce soir les Pays-Bas. David. Non mais bon, bien entendu, la Roumanie a verrouillé le jeu, mais j'ai bien suivi depuis 3 semaines. On dit la Roumanie va se replier derrière, elle va verrouiller le jeu. Donc c'était le seul challenge qu'ils avaient, c'était faire exploser ce système. On savait qu'ils allaient empêcher, et donc il fallait effectivement être en mouvement, pas une touche de balle, ce que tous les techniciens français savent faire. Ce qu'on a vu, le système Ribéry-Benzema, des doublés, etc. dans les matchs amicaux, ça pouvait déstabiliser. Mais un jeu comme ça, passe à 10, tranquille, des coups, un truc qu'on n'a jamais vu dans l'équipe de France. On balance devant comme ça. C'est vrai qu'on a rarement vu ça. Moi, je n'ai pas de souvenir. C'est-à-dire que on peut comparer, bien sûr, on peut louper un premier match et aller mieux. Donc moi, non seulement j'espère qu'ils vont aller mieux, ils ont les moyens d'aller mieux, et donc je pense que rien n'est joué. Mais la chose inquiétante, c'est que maintenant, à l'inverse de l'époque où on a loupé le premier match en dernier mondial, on fait 0-0 contre la Suisse. Sauf que derrière, on a le Togo et la Corée. Bon, un truc comme ça. Pas tout à fait ça. Là, on a la Hollande et l'Italie. Encore que je viens d'apprendre que l'Italie vient d'en prendre un 3e. Et là, ça commence à poser un autre problème à l'Italie. Parce que c'est le goal average. Parce que 3-0, ça se rattrape pas, quoi. C'est quasiment, c'est pas la perte de 3 points, c'est 4 points quasiment. Ah, c'est stupéfiant la tôle qu'ils se prennent, les Italiens, là. Ah bon, pour une fois, ils ont pris un but hors jeu de 3 mètres, mais ça leur arrive. En général, c'est plutôt le contraire. Qu'est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut battre l'Italie, visiblement, ils vont prendre un petit coup au moral, mais la Hollande, franchement, il faut faire attention. Non, il peut y avoir un sursaut des Français. Il faut qu'il y ait plus de passes, plus de ballons à l'avant, parce que là, c'est pas possible. Il n'y avait pas un jeu suffisamment offensif et collectif. On voyait bien à l'avant, on avait plus de joueurs. Anelka était tout, enfin on lui passait pas de ballon finalement. Ouais, d'ailleurs il est sorti. C'est vrai qu'il n'a pas fait un grand match, mais peut-être aussi qu'on n'avait pas de créateur. Donc Nasri est rentré qu'à la fin. Oh, mais il est blessé. J'ai trouvé que Nasri a montré quelque chose. Oui, parce qu'il est rentré à 12 minutes de la fin. Il bougeait beaucoup en latéral, il essayait de se rendre disponible. Ça manquait, les autres, on avait l'impression qu'ils attendaient la balle. On a rendez-vous avec les Pays-Bas, il faut quand même pas le sous-estimer. Moi je trouve que c'est l'équipe qui monte. C'est une équipe absolument incroyable. À mon avis, on va faire un parcours extraordinaire à chaque fois. Non, je suis pas d'accord, c'est pas vrai. Ça fait quand même 2 rendez-vous qui sont pas là. Ils ont quand même gagné quelque chose. Mais ça fait 2 rendez-vous qui sont pas là. On sait qu'ils sont pas là. On le dit au début, enfin on le susurre, et puis après ils sont pas là. Là ils sont là. Le 3e, il y est là, chez les Italiens. Et quand même, c'est la surprise. Les Italiens, ils ont quand même fait. On se rappelle la performance de l'Allemagne là. Bon, juste pour se faire du mal, ils ont quand même un sacré parcours. Je reviens sur la composition de l'équipe de France, enfin la composition du groupe. Est-ce que vous étiez d'accord, parce qu'on a parlé de Domenech, sur le fait qu'il se sépare de Landreau et de Cissé sur le papier? Moi ça m'a plutôt soulagé. Il y en a 23. On sent supporter du Paris Saint-Germain. Non, c'est pas ça. Franchement, ça m'a soulagé parce que en avant, on a beaucoup de talent. Moi, par exemple, j'ai plutôt été triste pour Ben Arfa, mais c'est clair qu'il est jeune, mais ça devient un alibi pour qu'il fasse ses preuves à chaque fois. C'est un talent à l'état pur et il faut lui mettre le pied à l'étrier. Je pense que à Lyon, ils ont pas fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse s'épanouir. J'espère qu'il va pouvoir s'épanouir bientôt et qu'il fasse son chemin. Mais moi, j'aurais pas composé comme ça, mais c'est pas moi qui compose. Moi, je pense que, y compris ça s'est vu dans le match-là, quelqu'un comme Evra a prouvé nettement qu'il donnait du peps et qu'il pouvait devenir un attaquant supplémentaire à un moment donné où l'équipe a besoin de
turbulé, comme on dit. J'espère que avec la rentrée de Vieira et Thierry Henry au meilleur de leur forme, on va monter d'un cran, parce que c'est sûr que Vieira sur un terrain, parce qu'il a quelque chose de plus par rapport à Toulalan, c'est que quand il y a de l'attaque, il est à la récupération derrière pour l'offensive. C'est-à-dire on voit qu'il y a un deuxième rideau pour relancer derrière. Là, on avait l'impression qu'il y avait quand même un trou. Oui. Roxane, sur Cissé Landreau, je partage le point de vue. Moi, c'est pas. Je trouve que là, c'est bien. On a quand même des joueurs d'expérience avec une nouvelle génération qui arrive, et c'est bien ce mélange. Et je pense, moi, je remettrais pas je crois que c'est tellement compliqué de faire une équipe. C'est un vrai casse-tête. Est-ce que vous trouvez que l'après Zidane, qui était inéluctable de toute façon, a été bien géré? Est-ce qu'il est bien remplacé? Sachant c'est vrai qu'on n'a pas un Zidane, mais qu'il le remplace. Mais est-ce qu'avec cela, avec les Benzema, les Ribéry, les Nasri, est-ce que c'est la meilleure équipe possible? Je suis assez fan de Benzema. Je trouve qu'il y a vraiment il y a du talent. Ouais, c'est peut-être le futur Zidane, effectivement. Mais faut qu'il montre un peu. Mais c'est comme Platini. Je veux dire, après Platini, on disait est-ce que ça va encore être possible? Et puis il y a eu Zidane. Et voilà, je pense que 84, 2000, pourquoi pas. Il faut faire confiance. Jérôme, la personnalité de Domenech, l'impact de Domenech sur cette équipe de France. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est intéressant. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est intéressant. Il fait des choix qui sont. Moi, je trouve que c'était gonflé quand même de séparer de Cissé et de Landreau. Et en même temps, c'était bien, il l'a fait. Oui, je sais pas si tout le monde aurait eu ce courage-là. Non, mais en fait, si, Émile Jacquet l'a eu, je dirais chacun. Alors après, on va dire, est-ce qu'ils ont leur tête ou pas? Jacquet n'a pas fait des choix aussi cornéliens. Quand même, Anelka, je veux dire, c'était pas mais à l'époque, Anelka, ouais. Attends, à l'époque, Anelka, aujourd'hui, il est performant et tout le monde reconnaît sa performance, mais à l'époque, on l'a mis sur la touche quand même, il faut le reconnaître. Et ça va. Oui, il était meilleur. Et puis finalement, ça n'a pas aidé, comme chacun sait, pour sa carrière personnelle. Donc là, moi, je suis content, il est remis en piste, mais quand même, on peut dire que franchement, Émile Jacquet avait sa tête, c'était Anelka. Bon, aujourd'hui, c'est un peu pareil avec Domenech. Bon, très aigué, on peut pas dire que ça soit quand même dans son top 5. Alors, il a pris sa décision, c'est légitime. On va voir son parcours. Il est très aigué en plus, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire simplement que, le coach, comme David Assouline l'a dit, il choisit son staff. Et d'ailleurs, comme Roxane l'a dit, c'est à lui de faire son équipe. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit performante et qu'il gagne à la fin. C'est ça l'objectif. Mais après, oui, c'est vrai. Allez, on a trois équipes différentes. Peut-être une quatrième avec vous, bien qu'elle soit à mon avis sans doute la meilleure. Mais en même temps, on est tous, on a tous à être très humbles devant le choix du sélectionneur. Ah ouais, non, absolument. En même temps, il y a quelque chose à prouver avec cet Euro, et j'espère que ça va être prouvé. C'est que Domenech a un système de jeu, il sait où il veut aller. Je pense que c'est un grand tacticien. Et en même temps, on a vu qu'il avait eu des difficultés à faire que l'équipe brille à un moment donné. Et Zidane est revenu. Et là, on a revu un jeu assez brillant, on s'ennuyait pas. On gagne pas, il faut pas s'ennuyer. Là, vraiment, tout à l'heure, on s'est ennuyé, c'est grave. Je continuais dans mon idée. Et parce qu'il y avait une complémentarité. Un sélectionneur qui mettait en place les choses, les fondamentaux, et puis quelqu'un qui, sur le terrain, on a dit c'était le sélectionneur bis et tout, parce que c'est quelque chose, Zidane. À l'époque, c'était le patron, il donnait le ton. Et le ton de la révolte, et le ton du jeu, et le ton de l'animation offensive. Et le style. Il fallait absolument ça. Et puis derrière d'expérience. Voilà. Et d'un coup, on s'est mis à regagner pour se qualifier au mondial, parce qu'on était mal barré avant. On a fait un bon mondial. Depuis qu'il est parti, je ne revois pas le fond de jeu. On a failli passer à la trappe quand même, en perdant 2 fois contre l'Écosse. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait un bain. Donc, il n'y a pas eu encore de grandes preuves d'une équipe agréable à voir sans Zidane. Est-ce que Ribéry peut faire ça? Peut-être que quand les deux patrons un petit peu aussi, par leur ancienneté, Henry avec une bonne forme, parce que pour avoir une autorité, il faut avoir la forme, et Vieira vont permettre de se libérer sur le terrain. J'espère, en tous les cas. Benzema, il a un problème à régler, on le sent, il joue encore beaucoup pour lui. On le sent pas assez dans une équipe. Voilà. Il sait qu'il est brillant. Alors, à un moment donné, il faut savoir jouer. Moi, il y a une autre chose que je mets en relief avec ce que vous venez de dire très justement, c'est aussi la question de génération.
On a encore quelques anciens du mondial 98 qui sont là. Plus beaucoup. Hein. Ouais, plus beaucoup, mais n'empêche que quand même, je dirais, oui, et ça reste, quoi qu'on dise, un peu les patrons, un peu les types qui ont des épaules, qui ont existé, qui eux l'ont connu, l'étoile en plus. Et donc, Henry, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Ouais, c'est d'accord, mais oui, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les types là, pour l'instant, ils sont staffés dans la sélection et ils ont simplement besoin de quitter leurs responsabilités pour que l'autre génération naisse. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais entre Platini et Zidane, mais il y a quand même eu un passage à vide, on dira ce qu'on veut, mais il y a besoin de ça. Il y a besoin aussi, je dirais, lorsqu'on a connu une époque extraordinaire, qui est l'époque de Zidane, il y a besoin d'un peu de temps pour voir une autre époque extraordinaire naître. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a 2-3 là qui sont en train de naître. Fantastique. Mais il va peut-être leur falloir un euro à condition de faire quelques tours quand même pour pouvoir avoir le temps de se... C'est un peu comme l'euro 96 qui était ce qui préfigurerait à l'époque la génération Zidane de 98. Exactement. Je vais juste vous parler d'un fait qui s'est passé ce soir pendant le match de l'Italie. Dans la première mi-temps, l'Italie donc a pris, contrairement à d'habitude, un but hors jeu de 3 mètres de la Hollande qui a peut-être faussé le match, on n'en sait rien. En tout cas, le but était hors jeu, mais il a été validé. Et dans le stade, il y a évidemment des grands panneaux avec des télévisions et des écrans. On a repassé au ralenti le but. Alors évidemment, le public était en transe parce que le but était hors jeu. Les joueurs italiens étaient mécontents également. C'est la première fois que ça se produit. Alors tout le monde a crié au scandale, j'imagine que ça va faire un gros problème parce que normalement on n'a pas le droit. Est-ce que dans l'absolu, vous pensez qu'il faut de la vidéo comme il y a en rugby ou est-ce qu'il faut pas de la vidéo? Il faut dire comme Michel Platini, non, tout le monde à égalité, jamais de vidéo, voilà. Il faut de la vidéo. Moi, je pense qu'il faut progresser, il faut de la vidéo. L'erreur peut être humaine parfois, donc je pense qu'une vidéo peut permettre de contrôler la donne. Là, c'est dans ce cadre-là, c'est grave. Enfin, bon, c'est vrai qu'il y a 3-0, donc on peut se dire, c'était le premier but. Hein. Ouais. C'était le premier. Mais ça change la donne parce que le premier but, on a le moral. La vidéo quand il faut pas et on l'utilise pas quand il faut, parce que je pense que c'est pas bien dans le stade même, en sachant qu'il n'y a pas que des gens qui viennent pour voir le foot comme ça tranquillement et pacifiquement. Montrer une erreur aussi manifeste peut mettre le feu aux poudres. Donc il faut faire attention. Par contre, je pense qu'il doit y avoir dans une salle, un peu comme au rugby, un arbitre avec une vidéo pour voir l'ensemble des choses, et quand l'arbitre sur le terrain considère pour certaines actions, peut-être pour les hors-jeux, peut-être pour les pénaltys, peut-être pour les franchissements de ligne, à ce moment-là, l'arbitre peut faire appel à cet arbitre pour vérifier son jugement. En l'occurrence, ce soir, ça aurait pris 5 secondes et demie de voir que le but était hors-jeu. Au premier ralenti, on l'a vu. Hein. Même pas, 2 secondes. Ouais. Ça a des vertus quand même sur le rugby, cette vidéo. Ça a bien marché. Alors, vous allez dire, vous avez raison, le public du rugby, c'est pas le même que celui du foot. Bon, très bien. Comme disait David Assouline, au tennis, ils le font, au rugby, ils le font, au football américain, ils le font, au basket, ils le font. Il y a qu'en football. Mais oui, donc tout le monde le fait, et moi je crois que maintenant, c'est le moment d'y aller au foot. Ouais. Et puis, je voudrais ajouter un élément. C'est qu'au rugby, par exemple, on montre pas le phénomène des ralentis, on les repasse pas, enfin il n'y a pas de jugement des spectateurs par rapport au jugement de l'arbitre. Moi je crois qu'il faut conserver le jugement de l'arbitre, un petit peu comme au rugby, et finalement c'est lui qui prend sa décision, qui la transmet à l'arbitre de jeu, et puis en son âme et conscience, lui accorde le but, ne l'accorde pas, ou accorde la faute, ou ne l'accorde pas. On va terminer. De toute façon, c'est le football est dans un grand conservatisme. Par rapport à ses règles, à ses us et coutumes. On voit le rugby sans arrêt, il réfléchit ça au fur et à mesure de l'évolution même du jeu, de comment modifier des règles pour favoriser le jeu. Alors, maintenant, on se rend compte que l'essentiel, qu'il y a une prime à la défense à ceux qui attaquent pas, à nouveau, et il y a une discussion très officielle sur comment faire pour que l'attaque prime et que le beau jeu revienne. Et je crois que au football, il y a eu juste la passe en retrait au gardien, il y a eu ce petit changement. C'est une petite étincelle. On avait fait un truc pas mal pendant un mondial qui n'a jamais été appliqué, qui était si on était sur la ligne de hors-jeu, on n'était pas hors-jeu, souvenez-vous. Ah si, ça c'est toujours en tout cas, c'est pas appliqué. Chaque fois qu'on est sur la ligne, on est hors-jeu. Donc c'était une prime à l'attaque qui était pas mal, mais bon. Bien, dernier, pour terminer très rapidement, tour de table, pronostic contre la Hollande, les Pays-Bas et l'Italie, sur ce que vous avez vu aujourd'hui. Non, moi je suis optimiste, je pense qu'on va gagner. Les 2 matchs, oui. Hollande et Italie. Oui, de peu, mais je pense qu'il va y avoir un sursaut. Il ne peut y avoir qu'un sursaut, on ne peut pas continuer comme le match d'aujourd'hui. C'est pas possible. Jérôme Chartier.
Oh, je pense qu'on gagne contre les Pays-Bas, contre toute attente, qu'on va mettre 1-0. C'est clair sur ce qu'on a fait. Contre toute attente, vous allez voir. On leur met 1-0. Sur l'Italie, alors sur l'Italie, maintenant c'est un peu spécial, donc 0-0 par principe. Et puis écoutez, ça on s'en sort plutôt pas mal. De nul et oui, on s'en sort plutôt pas mal. David Assouline. Oui, moi je pense que comme ça ils peuvent gagner les deux matchs. Il y a pas de problème. Ils ont les possibilités. Donc je laisse tout ouvert, mais je pense qu'en réalité on s'oriente vers une configuration où le dernier match contre l'Italie sera qualificatif. Voilà. Et que donc ça va lui donner un certain piment et que Italie-France, c'est une belle revanche dans un cadre de poule finale, hein, puisqu'il y a eu d'autres moments, et que ça peut être assez enthousiasmant. Oui, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que si l'Italie est effectivement sur la brèche, je pense qu'ils vont jouer le tout pour le tout. Mais si jamais l'Italie finalement a partie perdue, à mon avis, ça se terminera par on va terminer là-dessus. Je vous donne le résultat définitif. Les Pays-Bas ont battu donc l'Italie 3-0. C'est quand même le champion du monde qui en prend 3 lors de son premier match de l'Euro. C'est quand même assez étrange. Vous avez raison que c'est pas 3 points de moins, c'est 4. Hein. Oui, là c'est 4. Là c'est 4. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bon foot. Alors on continuera ce Sénat Football Club dès que l'équipe de France jouera. On va parler toujours football maintenant et sport en général avec le philosophe Robert Redeker qui a écrit ce livre. Beaucoup de questions à lui poser, je ne vous le cache pas. Et oui, toujours le sport avec Robert Redeker, mais un autre son de cloche. Le philosophe revient dans son dernier ouvrage sur la déshumanisation du sport, critique et réflexion sur la condition de ces nouveaux sportifs. C'est Robert Redeker qui est l'invité de Pierre Sled ce soir dans Bouge la France. Bonsoir. Bonsoir Robert Redeker. Vous regardez l'Euro, là on a parlé de foot. Vous regardez l'Euro de foot? Je regarde l'Euro, oui. C'est un reproche? Non, c'est pas non, c'est pour savoir, parce que comme on va parler de votre livre, voilà. C'est pas il parle beaucoup de football quand même. Il parle beaucoup de football, beaucoup de rugby, beaucoup de cyclisme, mais il essaie d'être lucide et de poser des questions ayant trait à l'état de notre société et au devenir de l'homme lié à ça. Hein. Voilà, alors le postulat, effectivement, c'est que le sportif d'aujourd'hui n'a plus rien de l'homme ordinaire qu'on pouvait admirer parce qu'il se surpassait. Oui. C'était vrai dans la Grèce antique, c'était vrai encore il n'y a pas très longtemps. Vous parlez des Tours de France que vous avez suivis lorsque vous étiez petit, lorsque vous voyez passer les Merckx, les Ocaña, etc. Et aujourd'hui, et le rugby aussi, d'ailleurs vous pensez la même chose, ce n'est plus du tout la même chose. Est-ce que finalement, bon, c'est pas une suite logique des choses, vous avez l'air de vous en offusquer, mais c'est pas normal? Ça m'offusque, oui, parce que ça dit des choses sur le devenir de l'humanité. La question de fond, c'est est-ce que le sport n'est pas finalement une sorte de laboratoire, notamment le sport spectacle, le sport professionnel, ce à quoi on a affaire avec l'Euro, bientôt avec le Tour de France ou les Jeux Olympiques. Est-ce que ce n'est pas un laboratoire dans lequel on fabrique les prototypes de ce que nous devrons être demain ou après-demain, de ce que l'humanité... Au-delà du sport. Au-delà du sport. Ouais. Voilà. Donc du coup, ça renvoie tout à fait à votre question. En effet, il suffit de visionner sur des... bien sûr, il y a une chaîne de télévision spécialisée là-dedans, hein, ESPN. ESPN voilà, classique. Que je regarde très souvent, de regarder les compétitions sportives. Oui, c'est vrai que quand on regarde les images, c'est ce que vous dites dans votre livre. Vous parlez des images quand on voit les Verts de 76 avec Crocheteau et les Piazza. Enfin, en l'occurrence, Piazza, c'est pas un bon exemple, mais tous les autres, Jean-Vion, Lopez et Ferrovelli, c'est vrai qu'ils sont chétifs, ils paraissent gringalets, etc. Lorsqu'on voit les mastodontes d'aujourd'hui de l'équipe de France, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. On n'a plus l'impression d'avoir affaire à la même espèce humaine, si vous voulez. Mais nous, qui sommes des hommes du commun, nous sommes encore dans, si vous voulez, cette espèce humaine ordinaire qui était celle des joueurs de football ou des champions dans tous les sports il y a une trentaine d'années. Mais le sport d'élite aujourd'hui, on a l'impression qu'une partie de l'espèce humaine s'est autonomisée, être comme ça en avance, sorte d'avant-garde biologique. Alors là, c'est la partie où je suis d'accord avec vous. Vous parlez de Monterland qui dit un ailier, c'est un enfant perdu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit plus ailier, on dit il joue flanc gauche, il joue flanc droit, mais un ailier, on sait très bien que ça n'existe plus. Il peut jouer milieu, arrière, c'est pareil. Oui. Mais moi j'ai été aussi coureur cycliste dans ma jeunesse.
pas mauvais coureur cycliste. Quelque chose est apparu depuis. Il y avait une certaine liberté de toute manière, mais aujourd'hui dans le sport cycliste, à quoi avons-nous affaire? Nous avons affaire à des gens qui ont des oreillettes, à des tactiques très lorsqu'on voit l'équipe remonter pour aller aider ceux qui sont soit en difficulté, soit devant, défini à l'avance, et le directeur sportif dans sa voiture joue avec les coureurs comme une sorte de jeu vidéo. Il les place, les déplace. Tu es devant, tu peux gagner, mais il faut que tu attendes les autres. On l'a vu encore récemment. Donc, mais est-ce que, alors moi c'est ça. Alors je vais arriver maintenant sur la partie où je suis moins d'accord. Alors ça d'accord, mais en quoi c'est pas bien? Alors vous parlez du rugby. Là, je suis carrément pas du tout d'accord avec vous. Vous parlez de Damien Traille, c'est vrai, joueur de l'équipe de France qui fait un 94, et vous dites des joueurs de rugby. Que sont-ils sinon des destructeurs du rêve rugbystique? La Grasse Ailée des trois quarts d'antan, celle des Mazot, Trio, des Badin, des Codorniou, c'est vrai qui nous ont fait rêver. Aujourd'hui, ça a laissé la place au char d'assaut sans subtilité ni poésie, pratiquant un panzer rugby. Écoutez, moi je suis désolé, je regardais les matchs quand j'étais petit avec ces gens-là qui effectivement me faisaient rêver. Je ne comprenais rien parce que le ballon ne sortait jamais, on voyait peu d'essais. Aujourd'hui, je trouve les matchs de rugby attractifs parce que les joueurs sont meilleurs, ils vont plus vite, il y a des essais, l'arbitrage est limpide, et donc c'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant, moi je trouve. Bon, alors je vais vous dire sur les deux choses. Non, je crois qu'aujourd'hui, la dernière Coupe du Monde de rugby, même de l'aveu général, a été assez décevante à cause de la France, surtout de la France, mais à cause de l'uniformité des tactiques et de l'uniformité également des gabarits des joueurs. Donc le premier argument c'est ça, et le second argument c'est le rugby a toujours été un sport qui intègre tous les types humains, et le petit, le gros bedonnant dont vous parlez, le petit mince pouvait être demi de mêlée, les trois quarts étaient sveltes, mais aujourd'hui on voit que ils ont à peu près tous le même gabarit. Voilà, ils ont à peu près tous le même gabarit. Donc il y a eu une uniformisation, et c'est cette uniformisation. D'accord, mais répondez à la question. En quoi révolte. C'est moins bien? Si le jeu, alors c'est vrai qu'on n'a pas eu une Coupe du Monde fantastique, mais il y en a eu aussi dans le passé avec le football. Ça arrive. Mais n'empêche qu'on voit quand même des essais. Moi je trouve que ça beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant. C'est moins bien parce que ça exclut, au lieu d'intégrer, c'est moins un reflet de toute la diversité humaine, et ça tend vers une uniformisation. C'est pour ça. Mais alors pourquoi c'est devenu comme ça? Je pense que c'est lié à la professionnalisation du rugby. Il y avait quelque chose de très intéressant. Il y a encore une trentaine d'années, le championnat de France de rugby, il y avait 64 clubs. 64 clubs en première division. C'était les poules A, poules B, poules C, on n'en comprenait rien. Et puis il y avait un bon joueur par-ci, un bon joueur par-là. Aujourd'hui, avec la professionnalisation, il n'y a que 2, 3, 4 clubs qui ont des très financièrement à l'aise, qui ont des chances de remporter la Coupe de France. Et la professionnalisation a fait aussi... Oui, mais on peut dire aussi qu'ils tirent le rugby un petit peu vers le haut. Alors, arrêtons de parler de rugby, parlons de l'athlétisme, puisque vous citez Piquemal et Delescourt, qui étaient sûrement vos idoles. Bon, moi je veux bien Piquemal et Delescourt, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont gagné dans leur vie par rapport à Marie-Jo Pérec, par rapport à des gens comme ça, quoi. Ils ont eu le record du monde du 4 x 100 mètres. Oui, d'accord. C'est vrai, c'était de beaux athlètes. On était heureux de les voir parce que si vous voulez, ils rappelaient un peu les Grecs dans la mesure où les Jeux Olympiques de l'Antiquité, l'athlétisme grec, c'était tenter d'accomplir l'humanité. Voilà, c'est-à-dire tenter de correspondre à une sorte de perfection humaine. Et aujourd'hui, avec les athlètes que nous avons aujourd'hui, nous avons plutôt, si vous voulez, la démesure, sortir de l'humanité. C'est ça la. Est-ce que vous voulez que le temps s'arrête pour le sport? Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas, en fait, vous appréciez mieux ce sport de jadis, voire même en remontant jusqu'au grec. Et aujourd'hui, alors le sport, il faut le désolidariser de son époque. Il ne faut pas qu'il pénètre son époque. Il ne faut pas qu'il s'imprègne de son époque. C'est vrai qu'on est dans une société de consommation, avec effectivement très mercantile, avec la professionnalisation, mais comment voulez-vous que le sport ne soit pas en adéquation avec son époque? Oui, mais c'est un peu le sujet du livre. Si on a des critiques à faire à son époque et à la société dans laquelle on vit, on retrouve tout ça dans le sport, et donc la critique du sport est un reflet d'une critique plus générale. Mais si vous voulez, en même temps, on peut penser que le sport va vers une crise
une crise grave. Il n'a pas toujours existé. Il peut aussi disparaître s'il se transforme à l'excès. Dans ce sens-là, si par exemple les athlètes deviennent de purs et simples gladiateurs. Si par exemple il devient complètement infiltré par, il y a des affaires, il y a eu en Italie de corruption, la mafia, ainsi de suite, récurrente, mais voilà. Ouais. Et le dopage, alors ça vous en parlez également du dopage. Vous dites le dopage arrive dans les années 60, quoi, en gros notamment avec le VO. Bon, j'ai l'impression que ça fait plus que ça. Je me demande même si les Grecs d'une certaine façon ne se dopaient pas. Allez savoir ce qu'ils buvaient exactement avant les compétitions. On n'en sait rien. Si, au juste, j'ai dit dans les années 60 parce que dans les années 60 que le dopage commence à être réprimé. Bon, Fausto Coppi encore, dans les années 50, mais il en est mort. Hein. Fausto Coppi estimait que se doper, ça faisait partie de sa conscience professionnelle. Voilà, dans les années 50. Et c'était très empirique à l'époque. Et c'était très empirique. C'est pour ça qu'il y a eu autant d'accidents. Voilà, on prenait un peu n'importe quoi. Jacques Anquetil a inventé un dopage aux amphétamines, quelque chose de plus systématique, un dopage aux amphétamines lié à une méthode d'entraînement qui s'appelait le fractionné. Voilà. Mais il en est mort également, ou on pense qu'il est mort de ça. Il faut dire que vous citez un de ces passages de sa vie où il fait le critérium du Dauphiné libéré, il gagne, et dans la foulée, il prend le départ de Paris-Bordeaux, qui est le lendemain, qui est une course inhumaine, il y a 650 km. Voilà, sans étape. Ça, c'est un moment homérique que j'admire, bien que ça passe forcément par le dopage. Il gagne le Dauphiné libéré, devant Poulidor, me semble-t-il, qui est une course très difficile, le Dauphiné libéré, d'une semaine, dans les Alpes. Il ne dort pas. Enfin, il fait de Grenoble, il va de Grenoble à Bordeaux, après l'arrivée du Dauphiné, et puis il prend le départ de Bordeaux-Paris, qui se faisait d'une traite, vous vous souvenez, c'était une course extraordinaire, la moitié de la course en dernier, et puis l'autre moitié, puis il y avait la vallée chevreuse, tout ça, en vélo libre, et il gagne, après avoir failli abandonner, au moins une dizaine de fois. Voilà. Alors, juste un petit passage, puisqu'on parlait du football, sur les commentaires. Vous êtes, je vais pas dire méprisant, mais un petit peu détaché quand même du football d'aujourd'hui, et notamment sur ce qui est montré à la télévision, d'ailleurs pas que le football, même le Tour de France. Vous parlez de Thierry Roland, vous dites sa langue fleurie, souvent choquante, parfois amusante, colle à celle des buvettes, du saucisson et du verre de rouge, s'avouant la seule langue adéquate au football. Et vous dites par ailleurs, je le sais de tête, qu'à un moment donné, vous dites, le football, finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais Thierry Roland approuverait ça et il le revendique, je suis d'accord. Mais c'est pas lui qui le dit, c'est vous. Bon, et vous dites aussi que donc le football, il n'y a pas grand-chose à en dire, que les intellectuels qui ont versé dans le football à l'occasion de la Coupe du Monde 98 se sont compromis, quoi. Ne peuvent pas en dire plus que tout un chacun à la buvette. Bon, alors c'est peut-être l'un des charmes du football. Non, je voulais dire Thierry Roland, je l'ai écouté tout à l'heure sur M6, très très bien. J'ai simplement regretté que son consultant, Franck Leboeuf, voilà, ait fait un petit dérapage. Lorsque Thierry Roland a cité le nom du quatrième arbitre, Franck Leboeuf a dit à vos souhaits. Oui. Voilà. Parce que c'était un Espagnol. Oui, c'est pas bien de faire ça et c'est pas un exemple. C'est aussi un peu le foot, malheureusement. Oui. Ça fait partie du football. En tout cas, je vous conseille Le sport est-il inhumain? Parce que vous voyez, ça engage des conversations et il y a des choses avec lesquelles vous serez d'accord dans ce livre et d'autres qui amèneront des thèmes de réflexion. Tant mieux. Tant mieux. Merci beaucoup, Robert Redeker. C'est chez Panama. Voilà. Merci beaucoup. On va parler maintenant des handicapés et justement des progressions technologiques qui peuvent être au service du handicap. Et oui, la science et la technique au service du handicap, de nouveaux matériaux, l'invasion du numérique, les nouvelles technologies entrent désormais de plein pied dans le monde des handicapés. Alors pour explorer ce foisonnement d'idées, ils sont trois ce soir sur le plateau de Bouge la France. Jean-Christian Poutier de l'association régionale des aveugles et malvoyants, Gérard Paillet, commissaire du prochain salon autonomique, et Mireille Appelmuller de l'Institut de la Ville en Mouvement.
Bonsoir à tous les trois. On a beaucoup de choses à voir ensemble parce que c'est vrai qu'il y a le salon autonomie qui commence cette semaine. Je vais commencer avec Gérard Paillet justement parce que dans ce salon, forcément il y aura des nouveautés. C'est quoi les nouveautés cette année de ce salon qui est destiné à montrer ces technologies qui vont aider les handicapés? Alors, les nouveautés cette année au niveau des secteurs, nous avons mis en place une maison de l'autonomie, donc qui va présenter les adaptations nouvelles au niveau du logement. Et on a au niveau de secteur déficient visuel, donc aussi des nouveautés, surtout informatiques. Donc il y a certains stands qui sont là, qui vont présenter des plages braille, tout. Donc c'est beaucoup sur ordinateur, mais je parle vraiment, par exemple, dans le déplacement. Qu'est-ce qu'il y a de notoire cette année? Il y a beaucoup d'améliorations. Je veux dire que depuis quelques années, il n'y a pas de miracle dans le fauteuil roulant. Suivi des adaptations, les matériaux qui changent, et d'autres adaptations plus personnalisées au niveau des gens. Donc mieux adaptées, mais il n'y a pas une révolution, je veux dire. Comme on a pu le voir ces 15 dernières années. Dans quel handicap on a le plus progressé? Dans tous, je pense. Le secteur déficient visuel, il y a 10 ou 15 ans, je me souviens, il fallait l'ordinateur, il fallait le configurer chez l'exposant, tandis que maintenant, ce sont des matériels qui sont adaptés au matériel existant. Et je crois que c'est plus du matériel spécifique. Si vous allez maintenant au niveau de toute la zone véhicule, vous avez des gens maintenant qui peuvent conduire, qui ne pouvaient pas conduire il y a 10 ou 15 ans. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, nous aussi, on ne conduira plus. On voit maintenant la personne handicapée qui est le fauteuil sort de la voiture, donc s'assoit et on remet la personne au volant. Donc ça, c'est peut-être aussi des choses qui vont exister pour nous, quoi. Alors, parmi les nouvelles technologies, là, ça concerne tout le monde, mais j'imagine qu'il y a des applications pour le handicap. Il y a le téléphone portable. Oui. Comment on peut bonifier le téléphone portable pour qu'il serve justement à un handicapé? Alors, justement, au niveau du téléphone portable, il y a aussi la liaison. On parlait au niveau qui nous sert au niveau de la surdité, puisque il y a maintenant des traduction LSF à distance. Vous pouvez communiquer maintenant avec quelqu'un à 400 km, c'est-à-dire que vous avez un traducteur, vous avez l'écran, vous pouvez lui parler, il vous répond dans tous ces services, ça c'est pour les sourds, et tous les téléphones portables actuellement, donc tout est adapté, et pour les non-voyants, tout le monde peut recevoir, je pense que quelqu'un... On va demander à Jean-Christophe Poutier de nous en parler. Quels sont les projets et les progrès qu'on a fait récemment dans le domaine de la vision, par exemple? Très faible, trop faible et fantastique. Alors, les échelles, dès qu'il est question de handicap, les échelles habituelles n'ont pas de connotation. À savoir que la recherche va un peu dans toutes les directions. Il y a une recherche technologique appliquée, bien sûr, qui sert, comme vous le disiez tout à l'heure, surtout à développer ce qui existe, et les développements sont considérables. C'est vrai. Mais il y a également une recherche beaucoup plus on pourrait dire de tâtonnement vers l'inconnu, vers la nouveauté, vers ce qui n'a pas encore été véritablement exploré, ou ce qui a été naguère laissé de côté car un peu utopique, ou bien non, c'est pas possible, c'est trop cher. On n'arrivera jamais à le faire. On n'arrivera jamais à le faire. Oui, bien sûr, toutes les technologies existent, mais rassembler tout ça dans un même wagon, non. Eh bien, maintenant, ça commence à changer. Oui. Sur l'œil en particulier, sur la vision directe, qu'est-ce que les aveugles espèrent? Alors, les aveugles espèrent beaucoup, et ils espèrent en général à côté de la plaque. Oui, pourquoi? Comme les bienvoyants d'ailleurs. Oui. Beaucoup de choses avancent. Redonner la vue aux aveugles, bon, peut-être. Alors déjà, il y a des a priori à lancer. Est-ce que quelqu'un qui ne voit pas, qui n'a pas vu ou qui n'a pas vu depuis très longtemps, pourrait supporter l'agressivité d'un monde fait de l'image? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Est-ce que la même vue est valable à redonner à tous? Ce n'est pas sûr. Est-ce que l'on peut redonner la vue à un aveugle qui est devenu aveugle au cours de sa vie, ou un aveugle de naissance? C'est pas du tout le même problème non plus. Non, de toute façon, tout ça est extrêmement différent. Il y a des syndromes très
très différents. Il y a les accidents aussi, très différents les uns des autres. Et dans le même handicap, le même syndrome, la même configuration, le même degré, le vécu, le ressenti ne sera pas le même entre deux individus. Donc, il faut être extrêmement prudent et ne jamais oublier de mettre le handicapé au centre de toutes les recherches, au centre de tout le reste. On a trop souvent vu des équipementiers mettre au point, commercialiser, ah ça c'est l'appareil fantastique, c'est ça ce qu'il vous faut. Non. Ouais. Ça, c'est parfaiement illusoire et les petites annonces des revues associatives sont encombrées de matériel état neuf à vendre à des prix dérisoires. Est-ce qu'il y a des petites inventions, je ne sais pas si vous traitez ça dans votre salon, des petites inventions qui facilitent la vie des handicapés sans pour cela être revenir de travaux qui sont très compliqués? Oui, il y a petites, mais c'est vrai que sur ces salons-là qui sont quand même Porte de Versailles, qui sont très coûteux, je veux dire, c'est pas en vendant une aide via le quotidien avec une cuillère, je veux dire que les gens peuvent malheureusement rentabiliser leur stand. Mais au niveau il y a beaucoup de choses au niveau de l'accessibilité, ce qu'on essaie de faire. Donc maintenant, la chaîne, vous avez vu notre logo, c'est la chaîne d'accessibilité. Si quelque part, que ce soit pour un sourd, un non-voyant, il manque un maillon, il y a une marche, la chaîne est rompue, je veux dire que tout est là. On a des petites, disons, des innovations, enfin, des aides techniques qui sont sur le salon. Voilà. Et si vous avez un escalier, est-ce que vous faites une pente en béton et vous avez des systèmes maintenant que vous pouvez adapter. Il y en a qui mettent ça même sur leur fauteuil derrière, qui se promènent avec ces rampes aluminium sur le fauteuil et quand ils rencontrent des marches, ils posent le... Alors je reviens sur les aveugles et les malvoyants avec Mireille Appelmuller, donc vous représentez, vous êtes délégué général de l'IVM, c'est l'Institut de la Ville en Mouvement, une fondation donc PSA Peugeot Citroën. Je voulais passer parce que vous allez nous expliquer, la caméra va venir près de vous. Il y a deux ouvrages, deux plans, ça concerne le métro. Il y en a un qui pour les aveugles, l'autre pour les malvoyants. Alors déjà expliquez-nous, là vous avez celui des aveugles dans les mains et je crois que c'est la nouveauté, c'est qu'il y a deux il y a deux paramètres qui interviennent sur. Alors, qu'est-ce que c'est? On les appelle les atlas, parce que évidemment, c'est pas des plans de métro qu'on met dans la poche qui vont aider un aveugle ou un malvoyant à se déplacer. Alors, ce qui nous a intéressé à l'Institut pour la Ville en Mouvement, qui en aucun cas n'est un institut spécialisé dans la recherche sur les questions de handicap, mais en revanche spécialisé sur les questions de mobilité urbaine pour tous, avec un mot-clé qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on est assez content de venir à Autonomique, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'un individu, un citadin moderne doit pouvoir préparer son déplacement, organiser son déplacement et, j'allais dire, au maximum pouvoir profiter et choisir son autonomie. On parle beaucoup d'accompagnement, mais ce qui nous intéresse, c'est que l'accompagnement aussi puisse être choisi, c'est-à-dire qu'il y ait éventuellement une alternative. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était finalement de raconter. Alors là, de façon tactile, je ne sais pas si c'est très visible parce que c'est blanc. La caméra se rapproche parce que c'est vrai que c'est pas facile à voir la différence. Voilà. Alors là, vous avez quelque chose de blanc, mais en relief. Voilà. C'est ce qu'on appelle de l'image tactile. C'est la représentation du métro parisien pour les aveugles. Donc vous avez par exemple sur ma main gauche un plan de Paris découpé en fonction des 4 points cardinaux, traversé par la Seine, et puis on va progressivement se déplacer dans Paris, repérer une ligne de métro. On a un petit index qui nous permet de comprendre savoir à quelle page il faut aller selon l'endroit où on va aller, d'accord. Puis reconnaître des signes, c'est en braille, hein, c'est-à-dire que vous avez là quelques indications que je serai en peine de vous traduire, mais vous avez par exemple, vous voyez ces petits ovales en relief. Alors ça, c'est pas du braille, ça? Non, c'est une indication qui correspond à notre atlas et qui dit ça, c'est une station de métro à correspondance. C'est ce qu'on appelle un pôle d'échange ou un pôle de correspondance. Donc je sais que sur cette station qui est nommée, eh bien, je peux me référer ensuite à ce document qui est en braille et qui va me dire cette station, elle s'appelle comme ça, elle correspond avec telle ligne. Il y a un escalier qui fait tant de marches à descendre, non? Ça vous dit là, ça, ce que ça raconte, c'est le réseau. C'est-à-dire que ça permet de se représenter, de se raconter. Pour savoir où on va, où il faut changer, etc. C'est très difficile d'imaginer la difficulté pour un aveugle de naissance, par exemple, de se raconter un territoire, de se le représenter. Il existe relativement peu de choses, quelques cartes de géographie à l'Institut national des jeunes aveugles, mais se représenter un réseau de transport, c'est-à-dire une superposition de lignes de métro,
qui se croisent, qui vont ensuite donner lieu à des correspondances, à des changements. Rien que se raconter cette histoire, donc permettre je sais pas si la caméra permet de regarder ce plan-là, avec, vous voyez, la Seine. Avec les boucles, l'île Saint-Louis. Donc alors l'idée, pour résumer un petit peu, on a bien compris qu'il y avait à la fois les surimpressions qui sont les bases et les plans, et le braille qui nous donne tous les détails des stations et des changements, etc. Donc ça, c'est les deux moyens, justement. Comment ça se passe pour l'aveugle? Il prend ça, il prépare chez lui son voyage. Ça se fera plutôt dans le cadre, par exemple, d'une séance de formation, ou à la bibliothèque, ou avec quelqu'un qui va lui apprendre à s'en servir. Mais a priori, on peut tout à fait imaginer, effectivement, qu'une fois qu'il a compris comment fonctionne, je dirais, Paris, nord-sud, où est la Seine, est-ouest, qu'il se prépare son itinéraire. D'accord. Jean-Christophe Coutier, vous connaissiez ça? Oui, puisque je travaille également avec la commission d'accessibilité de la RATP. D'accord. C'est un travail passionnant, très utile, un peu lourd, mais c'est le premier du genre réel, tout au moins c'est la deuxième mouture. C'est un document absolument exceptionnel, mais qui a encore un très grand avenir devant lui, tant dans l'usage, et il va se polir, il va s'affiner, mais c'est un outil dont tout le monde a besoin. Est-ce que tous les aveugles sont capables de lire ça? Non, absolument pas. Là, l'exemple précis qui vous a été présenté, il s'agit des braillistes. Les braillistes sont une minorité, et n'en déplaise à certains, le braille régresse. D'accord. Par rapport quand vous dites une minorité, c'est combien de pourcents? 30, 40%. D'habitude, on parle de 8% à peu près. Oui, si peu. Mais vous savez, ces chiffres ne signifient pas en eux-mêmes grand-chose. N'oubliez pas que la cécité, c'est à partir de 1/20 d'acuité visuelle, et en dessous. Donc vous avez des malvoyants qui sont braillistes, de culture braille depuis l'enfance, et vous avez des aveugles tardifs qui ne pourront jamais être de véritables braillistes. Je vous passe pour terminer. Il nous reste 2 minutes pour que vous montriez. Ça, c'est le plan. Alors ça, c'est pas tout à fait pareil. C'est un atlas, mais pour les malvoyants. Voilà. Alors juste un petit mot, c'est que c'est en braille, mais c'est en relief. C'est ce qu'on appelle. Je parlais du relief. C'est de l'image tactile. C'est-à-dire que qu'on lise le braille ou pas, ce rapport tactile à la représentation du territoire est utile. Et il y a un CD d'accompagnement qui raconte. Vous avez appelé ça de la surimpression, mais c'est du relief. C'est absolument indispensable, et je signale par exemple que l'association des mirovolants, les pilotes aveugles, à laquelle j'appartiens aussi, édite ses propres cartes de navigation, des cartes aériennes tactiles, sur exactement le même système, et elles sont suffisamment précises et efficientes pour que la Direction générale de l'aviation civile nous autorise à poser son logo dessus. Ce sont de vraies cartes de navigation aérienne, et qui nous donnent justement l'image d'un territoire, toutes les coordinations, les échanges, et c'est ça ce qui manque véritablement à la culture du monde aveugle. Alors l'autre atlas, pour les malvoyants, rapidement. Les malvoyants, c'est-à-dire pour ceux qui ont de très grandes difficultés à discriminer les couleurs, à discriminer les lignes les unes sur les autres, là on a repris un système qui correspond à ce qui est en relief, c'est-à-dire qu'on décompose un plan de métro, ligne à ligne, correspondance par correspondance. C'est-à-dire que dès qu'on reconstitue, ou on a décomposé puis reconstitué progressivement le plan du métro en reprenant chacune des lignes. Et pourquoi c'est spécialement pour les malvoyants? Moi, je vois pas la différence avec un livre normal. Non, mais c'est une bonne question. C'est-à-dire que d'une certaine manière, quand on travaille sur l'extrême, c'est-à-dire sur les grands handicaps, sur les grandes difficultés, on travaille sur le confort de tous. C'est-à-dire que c'est soit pour les personnes qui ont du mal à lire les tout petits caractères et les nuances de couleurs superposées, soit aussi pour les enfants qui peuvent apprendre beaucoup plus tranquillement. Il y a des nuances de couleurs, là. Et oui. En plus, quand vous lisez un plan de métro parisien classique, vous avez 13, 14 lignes de métro avec des nuances de couleurs les unes sur les autres. C'est incompréhensible pour un enfant. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir présenté ces nouveautés qui sont certes utiles. Le salon commence quand, Autonomique? Mercredi. D'accord. 11. Mercredi. 12, 13 juin, voilà. Et c'est? On attend. C'est où? Entrée gratuite à Porte de Versailles. Porte de Versailles. Très bien. Et on attend donc 30 000 visiteurs et 420 exposants. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Je voulais juste vous montrer Déployer mes ailes de Nathalie Belliti, La victoire d'une femme sur le handicap. C'est aux éditions First. Voilà, ce livre.
Merci d'être venus à tous les trois. On va parler maintenant d'une occupation, c'est plus qu'une occupation, mais qui a le vent en poupe, c'est faire du tricot. La laine revient en vogue. On va essayer de comprendre pourquoi. Et oui, c'est la folie tricot qui déferle sur la France et l'on est bien loin des tricots de nos grands-mères. Les jeunes s'y mettent et redécouvrent les plaisirs des aiguilles et des pelotes. Les industriels emboîtent également le pas avec de nouveaux matériaux innovants. La passion tricot sur le plateau de Bouge la France avec Nolwenn Beauchot. Elle est diplômée de l'école d'Esmode. Et Martine Attard du site internet Elle Tricote à Paris. Non, pour répondre à votre question, je ne tricote pas. Bonsoir à toutes les deux. Alors, je ne tricote pas, mais est-ce que les hommes tricotent? Peu en France, plus aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Ouais. Et en France, il n'y a pas encore un public masculin qui commence à rentrer dans la discipline du tricot. Pourquoi? Parce que c'est mal vu en France. Avant, au service militaire, on faisait du tricot parfois. Oui, tout à fait. Il y avait une vraie culture du tricot masculin. Qui est assez ancien, mais aujourd'hui les hommes tricotent pas parce qu'ils pensent que c'est une discipline qui est plutôt féminine. D'accord. Alors qui tricote en France? C'est que des femmes? C'est majoritairement des femmes. Ouais. Et des jeunes, des pas. Alors parce que l'image, excusez-moi, mais l'image du tricot de la grand-mère qui est assise au coin du feu et qui fait du tricot, ça donne pas un coup de super jeune à la quête. Voilà. Tout à fait. Donc du coup, il y a quand même des événements qui font que ça redynamise un petit peu la discipline, que ça aussi donne envie avec les nouvelles matières, les nouvelles techniques. Donc ça fait venir des jeunes tricoteuses qui sont de plus en plus jeunes et qui aiment le tricot. D'accord. Voilà. Alors Martine Attard, vous occupez d'Eltricote à Paris.com. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est un site internet. On a comme objectif d'enseigner les disciplines du tricot, les techniques. Et donc Alors on va en parler, ça a été dit, parce que puis il y a des laines différentes, il y en a partout. On va essayer d'expliquer ça. D'abord Nolwenn Beauchot. Alors vous êtes jeune étudiante. Oui. Et spécialisée dans la laine? Dans la maille, oui, dans la maille, donc pas forcément la laine, ça peut être du coton. Tout ce que vous ou portez, des fils c'est de la laine. synthétiques. En général? C'est pas forcément de la laine, non, justement, ce sont mais des vous aimez fils bien. différents, mais c'est du fil à tricoter, oui. D'accord. Vous nous avez amené un modèle, c'est vous qui l'avez conçu? Oui, voilà, tout à fait. C'est un modèle que j'ai réalisé pour ma collection de fin d'année, donc c'est une robe longue en maille. Ça, c'est une robe de quoi? De soirée, d'hiver, Oui, d'hiver. De soirée bien d'hiver. sûr. Voilà, tout à fait. C'est sexy quand même. Plutôt d'événementiel, oui, bien sûr. Est-ce que vous trouvez que c'est une matière moderne parce que vous êtes une jeune femme, vous vivez avec votre époque, vous connaissez comment s'habiller les femmes aujourd'hui, il faut que ça aille vite, etc. La laine, sur le papier, au départ, on a l'impression que c'est tout le contraire de ça. Je pense pas que ça soit complètement incompatible, au contraire, je pense qu'on peut faire des modèles en laine ou en fil autre, comme le coton pour l'été par exemple, c'est quand même plus agréable. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est ringard ou quoi que ce soit, ça dépend du public, ça dépend ce que les gens souhaitent. Vous avez l'impression que ça prend la laine là en ce moment chez les jeunes, que les jeunes y retournent ou pas? Oui, je pense, mais peut-être pas pour se tricoter un gilet ou peut-être plutôt pour accessoiriser, individualiser la tenue, plutôt le côté créatif qui les intéresse. Genre une écharpe, des moufles, des choses comme ça? Une écharpe, un bonnet, un petit sac, faut pas que ce soit trop des compliqué. mitaines. C'est vrai que souvent, comme on n'a pas les traditions qui se perpétuent, on débute quand on commence, donc on fait plutôt des petites pièces. Mais vous travaillez essentiellement sur la laine, c'est-à-dire que tous vos modèles que vous créez, a priori, c'est de la laine. Alors en fait, je pense que c'est plutôt des fils à tricoter C'est qu'elle des fils à utilise et c'est les tricoter, tout à compositions fait. qui changent. D'accord. Donc la notion de laine est une composition et elle utilise des matières qui sont des compositions en même titre que le Il y a tissu. pas que de la laine. Voilà, la laine est une composition alors que la discipline c'est le tricot et c'est le fil à tricoter. D'accord. Expliquez-nous, ça met combien de temps à apprendre à tricoter? Alors, de manière très ludique, en 3 heures, vous apprenez à faire le premier tricot, qui peut être un petit sac à main, qui peut en 3 heures, en débutant, en n'ayant jamais pris des aiguilles, en 3 heures, vous arrivez à faire un petit ouvrage. Avec des cloques, c'est vrai, au bout de 3 heures pour la première fois? Non, pas du tout. C'est pas du tout un outil qui blesse, pas du tout. Non, c'est pas ça. Mais bon, voilà. Mais c'est toujours parce que moi, je voyais mes grands-mères effectivement faire ça.
C'est toujours ces grandes aiguilles, là, on a des tailles vraiment différentes et des matières aussi différentes parce que vous avez... Ça, c'est pour les rideaux, voilà. ça, Non, pas du tout, c'est pour des grands ouvrages qui peuvent être des vestes ou des robes, par exemple. Pour des robes, bon là, c'est tricoté à la machine, hein, mais pour des aiguilles, on peut tricoter des grosses pièces ou des grandes étoiles. Hein. On a des aiguilles qui sont aussi des aiguilles qui sont pas là présentes sur le plateau, mais qui sont des aiguilles où on peut tricoter en rond. Donc on a un câble qui relie les deux pointes et on peut tricoter pour ne pas avoir de couture. Des aiguilles pour tricoter en rond, ça reste des aiguilles quand même. Oui, ça reste des aiguilles. Donc ça sert à par exemple. Ah non, elles sont. courbées. C'est juste un câble et ça sert par exemple à faire de la chaussette ou à faire des gants ou à faire des bonnets pour ne pas avoir des coutures. Et donc ça, c'est vraiment des techniques très particulières. D'accord. Et vous savez faire combien de points vous utilisez? Il y a des points différents, j'imagine. Oui. C'est ça, comme ça. Hein. Combien? Une multitude, puisque en plus, comme je suis styliste, j'essaye de créer les points, donc forcément. On peut inventer des nouveaux points. Ah, bien sûr. C'est sans fin. Bah bien sûr. Ah d'accord. C'est tout le charme de la créativité. D'accord. Et alors vous travaillez, expliquez-nous, vous travaillez sur quel... Faisons le point. Par exemple pour la robe, là, donc j'ai travaillé sur une machine à tricoter, donc une machine familiale, hein, puisque c'est ce qu'on peut utiliser à l'école. Ouais. Donc là, c'est une double fonture, donc c'est-à-dire qu'il y a des aiguilles qui tricotent de chaque côté, en fait, donc ça permet de faire des points encore plus différents. Oui, c'est pas les mêmes points entre les manches et évidemment la robe elle-même. Voilà, donc en fait, comme il n'y a pas de bras sur le mannequin, on voit difficilement, mais les manches sont en jacquard. Donc le jacquard, c'est un motif qui se fait au tricot avec un fil différent et une couleur différente. Donc là, c'est un jacquard caviar avec un fil de... Ah, je me disais aussi. C'est pas jacquard caviar. Ça se voyait. C'est vrai que de loin, c'est vrai qu'on dirait du caviar. Où est-ce qu'on peut apprendre à faire du tricot? Eh ben, nous, en fait, à Tricote à Paris, on a mis en place des stages pour les personnes et on apprend à peu près toutes les techniques du tricot et du crochet. Donc on est aussi bien sur des personnes qui sont débutantes, des personnes qui sont avancées mais qui veulent aller sur des techniques plus complexes, qui veulent utiliser des matières différentes. Et donc on a la possibilité d'apprendre justement parce que c'est ce qui pêche en fait en France par rapport aux anglo-saxons, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cours. Il n'y a pas beaucoup de pédagogie qui est faite parce que justement, comme disait Nolwenn, il n'y a pas une vraie transmission du savoir puisque ça s'est quand même un petit peu perdu, on va dire dans les années 80-90. Expliquez-nous, parce que vous avez amené plein de laines, expliquez-nous les différences entre les laines parce que alors en fait c'est surtout dans l'aspect du fil, voilà, c'est dans l'aspect du fil, c'est pas les mêmes animaux, c'est l'aspect du fil qui va donner des tricots différents, qui va donner des aspects différents en fait en termes de texture. Donc la plupart du temps ces fils fantaisie sont plutôt utilisés pour des points simples parce que c'est le fil qui va faire la qualité, enfin qui va faire l'aspect du tricot. Alors celui-là par exemple, c'est pour fabriquer un chien, ça. Voilà, ça c'est non, c'est pour faire une très jolie écharpe. On peut faire on peut faire une très jolie écharpe parce que justement l'aspect au toucher et esthétiquement, c'est quand même extrêmement travaillé. Ça c'est la nouvelle tendance en fait du tricot, c'est ce qui a un peu renouvelé le genre. Donc celui-là ou celui-là ? C'est ce type de nouveaux fils qui font qui font vraiment aujourd'hui le succès de ces parce que ça reste très beau. Alors celui-là me plaît beaucoup là, le orange. Vous faites quoi avec ça? Bah là, on fait de l'accessoire. On va pas faire une pièce entière parce que c'est un petit peu, un petit peu volumineux. Bon, mais on peut faire des accessoires. On peut travailler simplement des parties du vêtement sans forcément aller sur une pièce entière. On peut accessoiriser un col, un poignet, faire un sac à main. Ça marche très très bien pour les sacs à main parce que du coup, ça fait des choses assez sac à main, c'est vrai. Ouais. Voilà. D'accord. Vous utilisez quel genre vous utilisez tout ça? J'utilise des fils très très différents aussi les uns des autres, plus petits, plus fins en fait, parce que dans les machines, c'est difficile de passer des fils fantaisie. En fait, il y a la différence entre la discipline du tricot machine et la discipline du tricot main, qui n'est pas du tout la même. Elle va pas utiliser les mêmes matières, elle va pas pouvoir faire les mêmes formes aussi en machine qu'en tricot main, par exemple. Très bien. Alors restez avec nous, on va passer le dernier coup de fil ensemble. Ça concerne toujours le tricot. Très diverses dans vos kiosques. Demain, on y parle pétrole, conflits sociaux, Europe et football. C'est tout de suite l'heure de la revue de presse. Paris, Laetitia Bourriez.
Et on commence par le journal La Croix. À qui profite la hausse du pétrole? Selon le quotidien, ce ne sont pas les compagnies pétrolières les premières bénéficiaires, mais d'abord les pays producteurs. Dans son éditorial, Dominique Tignot parle des effets bénéfiques qu'auront, selon lui, à terme les hausses des prix des carburants, contraignant collectivités et individus à réfléchir à leur consommation d'énergie. Un électrochoc aussi nécessaire que douloureux. La Croix s'intéresse également aux enjeux de la première conférence nationale du handicap, qui sera un événement à suivre en direct demain après-midi sur Public Sénat. La Voix du Nord consacre sa une aux conflits sociaux qui vont émailler le mois de juin, en route vers un juin de galère. À l'horizon, une moisson de mouvements de protestation, ceux des fonctionnaires et des cheminots dès demain, mais aussi ceux des transporteurs routiers et des agriculteurs que l'on voit sur cette photo prise à Villeneuve-d'Ascq. L'avenir de l'Union européenne à la une de la Tribune. L'Europe craint la douche irlandaise. Jeudi, les Irlandais sont appelés à ratifier par référendum le traité européen. Les sondages annoncent un scrutin serré et donc un risque pour l'Union de replonger dans la paralysie. L'Euro 2008 à la une de Ouest France. La photo en dit long, Franck Ribéry, déçu comme de nombreux supporters français. Face à la Roumanie, les Bleus se sont embourbés aujourd'hui. Moins que les Italiens quand même. Avec un match nul, 0-0. Je laisse Pierre faire les commentaires. Non, c'est bon, on a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, donc Ouest France qui revient également sur le Conseil des ministres franco-allemands et l'accord sur les émissions de CO2 des voitures. Un rapprochement important à 3 semaines du début de la présidence française. Enfin, Libération ouvre ses pages demain à Joe Star et Cool Chain, les stars du célèbre groupe de rap, sont rédacteurs en chef d'un jour. Et le titre choisi pour la une est peut-être deux, Libé, Nick, NTM. Voilà pour la revue de presse. Très bien, dernier coup de fil donc promis, je pensais qu'on la ferait dans l'autre sens, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et oui, avec toujours le tricot et bientôt la journée mondiale du tricot, c'est Jean-Charles Durand qui est le dernier coup de fil de Bouge la France. Alors bonsoir Jean-Charles Durand, vous êtes l'organisateur de la journée mondiale du tricot, c'est la 4e, qu'est-ce qui a initié cela? C'est un mouvement qui est parti des États-Unis il y a 5 ans. C'est une blogueuse en fait qui a lancé ça aux États-Unis il y a 5 ans. Pourquoi ça répondait à un besoin? Qu'est-ce qui se passe le jour de la journée mondiale du tricot? Le jour de la journée mondiale du tricot, tout le monde descend dans la rue, envahit les terrasses des cafés, c'est pire que l'euro. Et tout le monde se retrouve avec qui a des envies de faire des écharpes, des envies de tricoter un petit peu partout. Ça démange les doigts, ça démange partout. Et on se retrouve à toutes les terrasses de bistrot possibles et imaginables. Mais là, vous parlez de tout le monde descend dans la rue. Là, c'est ce qu'on va voir demain en France? Mais c'est ce qu'on appelle de tous nos voeux. Déjà à l'heure actuelle, on répertorie environ 120 rendez-vous à travers la France et grâce à vous peut-être 200 ou 250. Alors, quelle est la finalité de cela? La finalité, c'est de se rejoindre, c'est de créer une espèce de grande écharpe douce et tendre entre les individus de cette planète, de se dire que tout le monde peut se relier avec un bout de fil. Ah, c'est symbolique donc. C'est totalement symbolique et c'est du fun aussi. Quels sont les pays les plus accros à la laine? Alors il y a les États-Unis qui ont démarré cette grande aventure. Du nord au sud, de l'est à l'ouest des États-Unis, ça tricote à tout va. Il y a l'Angleterre, enfin les pays anglo-saxons d'abord. Et puis ensuite on va aussi de l'autre côté de la planète. Alors en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, etc. Ça tricote énormément, même en Nouvelle-Calédonie. Pourtant il fait chaud. Mais on tricote parce que là on a des fils qui permettent de tricoter des choses peut-être plus légères. Et puis en Europe, l'Angleterre, bien évidemment, on tricote énormément, mais en France aussi, maintenant, voilà. L'Afrique du Nord, l'Afrique, l'Asie. Alors l'Afrique, je sais pas. Pour l'instant, nous, on n'a pas répertorié de rendez-vous en Afrique du Nord. Mais en Asie, oui, on commence à en voir arriver. Mais je vous dis, c'est surtout de l'autre côté de la planète, où là, on a des rendez-vous très nombreux du côté de la Nouvelle-Zélande, mais également dans le Nord. Alors en Islande, bien évidemment, là, on a pas mal de rendez-vous à Reykjavik. On a des rendez-vous au Canada, etc.
faut me se couvrir à Reykjavik. Merci beaucoup en tout cas Jean-Charles Durand et bonne chance pour cette journée mondiale du tricot. Merci à vous. Merci à vous toutes les deux d'être venues et de nous avoir présenté ce magnifique modèle. On retiendra le point jacquard caviar qui était formidable. Et puis on remercie également Laurent Dutil, le réalisateur, Pierre-Henri Gergogne, notre rédacteur en chef, Hélène Levert et Marie Billon, grandes tricoteuses, également devant l'Internet. Vous tricotez, non, Marie-Tissa Non, mais je tâcherai de mettre un tricot demain. Il paraît qu'en 3 heures, on peut apprendre. C'est ce qu'on retiendra de cette soirée. Je vous invite à participer à un cours. Très bien. Ben voilà, demain, on vous l'envoie. On arrive. Je cherche le public masculin, donc si vous avez Écoutez, envie là tout de suite, je peux pas, mais je vous promets, je vous enverrai du monde. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Faites attention, il fait un petit peu frais ce soir, mettez une petite laine. Au revoir, à demain. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Et tout de suite, ensemble, le rendez-vous du handicap avec Caroline Deschamps et Julia Kristeva.